Une guerre peut en cacher une autre. Il ne fait nul doute que sur un point au moins, le président Poutine a dû approuver le déclenchement de la deuxième guerre du Golfe. Cela lui a permis d'avoir les mains encore un peu plus libres en Tchétchénie. Et je ne parle pas seulement des exactions de l'armée russe qui sont quasi quotidiennes, non. Je pense aussi à cet étrange référendum qui a eu lieu au mois de mars dernier. Un scrutin organisé dans un pays meurtri et déchiré, d'où une grande partie de la population a fui. Un scrutin auquel les envahisseurs, c'est-à-dire les soldats russes, étaient autorisés à participer. Un scrutin enfin qui aurait mobilisé 85% des électeurs et se serait traduit par une approbation massive, plus de 95% en faveur de la nouvelle constitution, un score digne des meilleurs plébiscites totalitaires et pour tout dire staliniens. D'ailleurs, avant même le dépouillement, les officiels pronostiquaient ce chiffre magique de 95%. Difficile donc dans ces conditions, et compte tenu des menaces sur les électeurs, de la propagande et des irrégularités de toutes sortes, d'accorder foi à ce résultat et à la sincérité du scrutin. Mais peu importe. Le président Poutine s'est empressé de déclarer que la question de l'indépendance de la Tchétchénie était désormais close, circulée, il n'y a plus rien à voir. Et le président tchétchène, régulièrement élu, lui, Aslan Maskadov, n'a plus le droit à la parole. Il y a longtemps que M. X avait promis de me parler de la question tchétchène et de son instrumentalisation par le Kremlin. Il faut en effet ne pas oublier que les deux derniers présidents russes, Boris Eltsine et Vladimir Poutine, ont conforté leur pouvoir ou même accédé au pouvoir grâce à la guerre en Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est horrible, hein, un véritable scandale. Songez que les estimations les plus optimistes font état de la mort d'un Tchétchène sur 10 et les plus pessimistes de la disparition d'un Tchétchène sur 5. C'est énorme, hein? Oui, parce que si vous ramenez ça à l'échelle de la France, par exemple, ça signifierait la mort de 6 millions de personnes. Oui, une sorte de génocide. Oui, même si peu de gens ont osé prononcer le mot. Il faut en outre souligner que ces deux guerres, dont la dernière n'est toujours pas terminée, se sont pratiquement déroulées sans témoins. Ouais, dans un silence assourdissant. C'est à peu près ça. Et la plupart des grands pays se sont abstenus de condamner la Russie, ou alors si modestement. Mais fondamentalement, alors, pourquoi ? À cause de l'ours russe, c'est tout petit, la Tchétchénie. Un peu plus d'une dizaine de milliers de kilomètres carrés. J'ajoute que c'est un territoire enclavé. Aucun débouché sur la mer et tout autour une mosaïque de pays caucasiens qui ont une longue tradition de rivalité et de lutte ethnique. Des peuples, comment dire, turbulents. Et qui se sont longtemps opposés à l'impérialisme russe, en particulier au XIXe siècle. Mais les Tchétchènes affirment même que leur résistance n'a pas cessé pendant plus de 4 siècles. Une longue résistance qui a aussi été favorisée par la nature du terrain. C'est-à-dire la montagne, essentiellement. Oui, s'il était facile aux envahisseurs de conquérir les plaines, il leur était beaucoup plus malaisé de déloger les caucasiens qui se cachaient dans les montagnes. D'ailleurs, je ne vais pas vous infliger un cours d'histoire. C'est pour cette raison que ces peuples ont été généralement épargnés par les grandes invasions. D'accord, alors, la Tchétchénie. Bien, disons d'abord que ce pays, qui a été islamisé assez tardivement, n'a jamais connu de structure étatique ou juridique avant la conquête russe. Il existait simplement une juxtaposition de clans dirigés par des conseils d'anciens. Des anciens à qui les jeunes devaient obéissance. Mais globalement, on peut dire que c'était une société plutôt égalitaire. Il faudrait aussi, peut-être, parler des confréries religieuses, des confréries soufis, dont certaines existent encore aujourd'hui. Ouais. Et alors, la religion, justement, quel genre d'islam ? Un islam tolérant. Les femmes tchétchènes ne sont pas voilées, et les interdits alimentaires, je pense en particulier à l'alcool, n'ont jamais été respectés. Un vodka, ouais. Oui, mais ça a commencé à changer progressivement de façon assez récente, à cause de la guerre. Mais nous en reparlerons si vous voulez bien. Et au XIXe siècle, donc, les Tchétchènes résistent à la colonisation russe. Oui, et ils infligent même de lourdes défaites aux troupes tsaristes. Et ce n'est que dans la seconde moitié de ce siècle, après une 40aine d'années de guerre, que l'imam Shamil se rendra et reconnaîtra sa défaite. Mais les troupes ne cesseront pas pour autant et les Tchétchènes ne manqueront pas une occasion de se révolter à nouveau. Et alors, quand arrive la révolution de 1917 ? Ça fait naturellement partie de ces occasions sur lesquelles sautent les Tchétchènes. Ils créent, c'est la première fois dans leur histoire, une république des montagnes. Une structure qui deviendra peu à peu un émirat nord-caucasien. Les Tchétchènes ne sont donc pas seuls, hein, non ? Non, d'autres peuples sont associés à cette initiative.
Mais quelle est leur attitude face au pouvoir bolchevique? Mais dans un premier temps, les Tchétchènes combattent aux côtés de l'armée rouge contre les Blancs. Mais lorsque ceux-ci sont vaincus, les bolcheviks se retournent contre les Tchétchènes. Parce qu'ils n'entendent pas accorder, les bolcheviks n'entendent pas accorder leur indépendance aux Tchétchènes. Bien évidemment. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces derniers ne se résignent pas. Et ils entrent en lutte contre leurs anciens alliés. Et ça dure jusqu'en 1921. Mais la paix n'est qu'apparente. Les Tchétchènes ne se satisfont pas de l'autonomie qu'on leur a accordée avec la création d'une république de Tchétchénie-Ingouchie. Ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Oui, et à plusieurs reprises pour protester contre la collectivisation des terres ou bien encore contre les persécutions religieuses, les Tchétchènes passent à l'action et suscitent de nombreux troubles. Alors ça, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Oui. La Tchétchénie est alors brièvement occupée par les nazis. Mais la plupart des hommes ont été préalablement incorporés dans l'armée rouge, où ils vont se battre avec beaucoup de courage contre les Allemands. Mais Staline ne leur en sera pas gré. Bien au contraire. Dès 1944, sous le prétexte que les Tchétchènes auraient collaboré avec les nazis, le maître du Kremlin ordonne leur déportation. Ce ne sont pas les seuls peuples de la région qui vont être déportés. Vous avez raison. Ça va être le cas des Tatars et d'autres encore. Et toujours pour la même raison. Est-ce qu'il y a une quelconque réalité dans les accusations de Staline? Il est possible qu'à titre individuel, certains aient collaboré. Mais la grande majorité, non. En réalité, Staline profite de la guerre pour se débarrasser de toutes ces populations indociles. Et les Tchétchènes adultes sont raflés et embarqués manu militari dans des wagons à bestioles. Ça rappelle une autre déportation. Les méthodes sont absolument les mêmes. Et les conséquences aussi. Au cours de cet exil forcé, des dizaines de milliers de Tchétchènes vont trouver la mort. Alors là encore, on peut parler de génocide. Incontestablement. Et où les envoie-t-on, en fait? En Asie centrale. La République autonome est abolie et les terres tchétchènes sont réparties entre différents autres peuples de la région, ossètes, géorgiens, ukrainiens, etc. Mais surtout, le pouvoir stalinien procède à une colonisation massive du pays par des Slaves et des Cosaques. Et dans la période qui suit la guerre, les autorités s'attachent à détruire tous les signes extérieurs de l'identité tchétchène. Les mosquées, les monuments et même les cimetières. Et quand les Tchétchènes, alors, peuvent-ils regagner leurs terres ancestrales? En 1957, 4 ans après la mort de Staline, ils sont officiellement réhabilités. Réhabilités, c'est-à-dire qu'on les lave de l'accusation d'avoir collaboré avec les nazis? Oui, ils peuvent rentrer chez eux où ils doivent cohabiter avec les colons qui y ont été installés. Et ce n'est pas toujours facile. Oui, j'imagine. D'autre part, même s'ils ont été réhabilités, la majorité des Russes continuent à être persuadés qu'ils ont été effectivement les alliés des nazis. À cela s'ajoute la mauvaise réputation des Tchétchènes qui sont supposés être des bandits sans foi ni loi. Oui. Je me souviens, moi, qu'à la fin des années 80, à Moscou, on avait très peur de la mafia tchétchène. Vous êtes dans le vrai. Cette mafia existait réellement. Mais ça ne suffisait pas pour en faire un peuple de gangsters. Oui. Est-ce que cette réhabilitation s'est accompagnée de la recréation d'une république autonome? Oui, mais prudemment, les soviétiques ont toujours veillé à ce que le principal responsable du pays, c'est-à-dire le premier secrétaire du parti, soit un russe. Et pas un tchétchène. Alors que dans toutes les autres républiques autonomes du RSS, c'est toujours un national qui occupe ce poste. Ça veut dire qu'à Moscou, on se défie encore. C'est évident. Et les quelques Tchétchènes qui ont réussi, comme l'on dit, ils n'y sont arrivés qu'en choisissant l'exil à l'intérieur de l'URSS. Parce qu'ils étaient, comment dirais-je, des citoyens de seconde zone dans leur propre pays? Oui, et certaines professions leur étaient interdites. Donc d'une certaine façon, ils avaient toujours un statut de colonisé. C'est certain, oui. Mais pendant cette ère post-stalinienne, est-ce qu'on assiste à la renaissance des troubles qui ont émaillé les périodes précédentes? Non, les revendications sont d'abord culturelles ou politiques. Et pour une bonne raison, c'est que la plupart des adultes sont nés en déportation. Et que beaucoup d'entre eux, intoxiqués par la propagande soviétique, ne sont pas loin de penser que pendant la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle, leurs parents ont vraiment collaboré. Mais il est évident que, comme il en a toujours été ainsi dans le passé, les Tchétchènes profiteront de la première occasion pour rouler dans les brancards. Et cette occasion, je pense, c'est l'effondrement de l'Empire soviétique en 1991. Évidemment. Et dans l'atmosphère de pagaille qui suit, les indépendantistes tchétchènes peuvent penser qu'ils ont enfin acquis leur indépendance. D'autant que le nouveau maître du Kremlin, Boris Eltsine, a ouvertement encouragé toutes les républiques qui formaient l'URSS à se libérer des liens qui les unissaient à Moscou. Oui, ce qu'elles vont faire, hein. Ça ne pouvait pas en être autrement. On va assister, si je puis dire, à une véritable balkanisation du Caucase. Mais il semble bien qu'au sein de ce formidable mouvement d'émancipation, la Tchétchénie représente un cas particulier. Alors pourquoi pétrole? Vous n'êtes peut-être pas très loin de la vérité. Dans la longue histoire de la Tchétchénie, on est frappé par l'extraordinaire capacité de résistance de ce petit peuple d'un peu plus d'1 million d'habitants. On trouve
une bonne explication dans un livre collectif très bien documenté qui vient de paraître aux éditions de la Découverte sous le titre « Tchétchénie, 10 clés pour comprendre ». En voici un extrait. La transmission dans la mémoire collective de traumas sélectifs apparaît comme l'explication la plus convaincante de la capacité de résistance non encore démentie, plus que des caractéristiques sociales souvent avancées. Certes, le code de l'honneur, la loi du sang, l'économie traditionnelle de Razzia contribuent à exalter les valeurs martiales ainsi que le culte de l'héroïsme et de la victoire. Mais ce code éthique partagé par bon nombre de Caucasiens n'a produit de tels effets que chez les Tchétchènes. D'autres peuples punis n'ont pas non plus développé le même rapport au passé. C'est dans une conjonction de facteurs que se trouve la réponse à la question de la singularité tchétchène. En 1994 ou 1995, les Tchétchènes en armes expliquaient qu'ils se battaient pour la liberté. Mais dans quel sens? L'amour de la liberté, corollaire de la résistance, constitue l'autre face de l'auto-identification tchétchène. Immédiatement mise en avant, les formules de politesse, on ne dit pas « porte-toi bien » mais « sois libre », la structure sociale, pas de classe hiérarchisée, sont bien souvent utilisées en jeu de miroir par l'étranger. Solzhenitsyn notait au goulag « Il est une nation sur laquelle la psychologie de soumission resta sans effet, pas des individus isolés, des rebelles, non, la nation entière, ce sont les Tchétchènes. » Alors pourquoi pour Moscou, la Tchétchénie représenterait-elle un cas particulier? Enfin, s'agit-il uniquement, une fois encore, d'affaires pétrolières? Pas uniquement, mais puisque vous avez posé la question, voyons ce qu'il en est exactement. C'est vrai qu'on trouve du pétrole en Tchétchénie. Mais disons-le tout de suite, à l'échelle de l'ancien empire soviétique, cette ressource pétrolière n'est pas très importante. Elle représente à peu près 1% de la production russe. Pas grand-chose, donc. Bon, même si pour les Tchétchènes, c'est important. Mais il y a autre chose. Je veux parler de l'industrie pétrochimique. C'est en Tchétchénie qu'on produisait de la paraffine, et surtout des lubrifiants pour l'aviation, à destination de tout l'ancien empire. Et cette industrie faisait partie du secteur interdit aux travailleurs tchétchènes. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une production stratégique? Vraisemblablement. En outre, pour les Russes, la Tchétchénie avait un autre intérêt. C'est sur son territoire que passait un important oléoduc, qui permettait d'évacuer le pétrole de la mer Caspienne jusqu'à la mer Noire. Or, cet oléoduc va prendre de plus en plus d'importance. Pour quelle raison? Parce qu'on ne cesse de faire de nouvelles découvertes de gisements, aussi bien en Azerbaïdjan qu'au Kazakhstan, et que les grandes compagnies occidentales, profitant de la nouvelle donne politique en Russie, s'y intéressent de plus en plus et vont bientôt signer d'importants contrats d'exploitation avec ces républiques nouvellement indépendantes. Oui, alors, dans ces conditions, l'oléoduc qui passe en Tchétchénie devient indispensable. Et pour deux raisons. Au début des années 90, il n'existe aucun autre tube pour acheminer le pétrole en mer Noire, là où il peut ensuite être chargé sur des tankers à destination des États-Unis. Donc, en attendant la construction d'autres oléoducs traversant la Géorgie, par exemple, les compagnies pétrolières ne peuvent compter que sur ce tube qui court en Tchétchénie sur 150 km. Et ensuite, il y a d'autres raisons, non? La Russie impuissante a empêché les compagnies pétrolières internationales, essentiellement américaines, d'exploiter ce pétrole, veut au moins en contrôler son transport. Vous commencez à comprendre? Oui, bon, donc, pour contrôler ce transport, il faut aussi contrôler la Tchétchénie. Exactement. C'est certainement cette question qui est au centre du déclenchement de la première guerre de Tchétchénie en 1994. Je ne dis pas que c'est la seule, mais ça va compter énormément. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu que ces grandes compagnies américaines, Exxon ou Amoco, aient fait pression sur Moscou. Pour que les Russes interviennent en Tchétchénie? Oui, parce qu'un oléoduc doit être sécurisé. Or, l'indépendance tchétchène ne garantit pas cette sécurité. Pourquoi? Parce que les Tchétchènes ne se priveront pas de pirater cet oléoduc. Donc de faire couler le pétrole à leur profit, c'est ça? Bien évidemment, donc vous le constatez, l'argument pétrolier est loin d'être négligeable. Mais si vous voulez bien, revenons un peu en arrière. Et voyons dans quelles conditions les Tchétchènes ont proclamé leur indépendance. Un homme est au cœur de cette affaire, un général. Oui, Doudaïev. Oui, celui qu'on appelle aussi le père de l'indépendance. Djokhar Doudaïev est l'un de ces rares Tchétchènes qui ont réussi à faire une brillante carrière. Jeune officier, il s'est d'abord fait remarquer en Afghanistan où il se bat avec vaillance. Général à la fin des années 80, il est ensuite nommé en Estonie où on lui confie le commandement d'une division de bombardiers stratégiques. Il y est alors le témoin direct des premières fissures qui vont emporter l'Empire soviétique. Et ça lui donne des idées. Certainement. Au cours d'une parade militaire, il permet aux indépendantistes estoniens d'arborer leur drapeau. Est-ce qu'il pense alors à l'indépendance de son propre pays? Évidemment. Et il rentre bien vite chez lui, décidé à se battre, s'il le faut, pour conquérir cette indépendance. Alors même contre cette armée rouge dont il était
m'avez-vous dit, l'un des plus valeureux généraux. S'il le faut, oui. Je pense que vous avez gardé en mémoire son image. Son borsalino, sa fine moustache, son visage mince et le pistolet toujours à la ceinture. Oui, si vous me permettez, il ressemblait plus à un chef de gang qu'à un ex-général de l'armée soviétique. Oui, vous avez raison. Et ce n'est peut-être pas par hasard si on l'a dit très proche de la mafia tchétchène. Enfin, passons. Doudaïev se trouve déjà à Grozny quand, en août 1991, Boris Eltsine, exploitant le putsch manqué des généraux, commence son irrésistible ascension vers le pouvoir. Quand le putsch a eu lieu, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, hein, de quel côté s'est rangé Doudaïev? Il a choisi clairement le camp d'Eltsine. Et c'est Eltsine qui va l'encourager à se hisser à la première place en Tchétchénie. Boris Eltsine qui pourtant deviendra l'un de ses plus féroces adversaires. C'est vrai, mais le futur maître du Kremlin n'a alors qu'une idée en tête, miner le régime soviétique, quitte à brader des pans entiers de l'Empire. Ouais, et régner ensuite sur ses ruines. Oui, ce qui le réussira à la fin de l'année 1991. Doudaïev, lui, va aller encore plus vite. Avec la bénédiction de Boris Eltsine, il chasse de Grozny le chef du parti communiste local, provoque des élections présidentielles et se fait élire triomphalement fin octobre. 4 jours plus tard, il proclame l'indépendance de la Tchétchénie. Et à ce moment précis, alors, comment réagit Moscou? Au moment où Doudaïev accède au pouvoir, c'est la plus grande confusion à Moscou. Tout s'écroule. Alors la proclamation d'indépendance des Tchétchènes ne provoque guère d'émotion, même si au Kremlin, on déclare que cette autoproclamation est illégale. Oui, mais Moscou est alors dans l'incapacité de riposter efficacement. Hein. Oui, d'autant que nous l'avons déjà dit que le nouvel homme fort, Boris Eltsine, va prendre lui-même l'initiative de pousser les républiques non russes à s'émanciper. Mais pour les raisons que je vous ai déjà dites, ça ne pourra pas durer très longtemps. Ouais. Le pétrole. Et aussi le fait que Moscou craint que d'autres républiques caucasiennes ne suivent l'exemple tchétchène. Or, notez-le bien, de nombreux troubles vont éclater dans tout le Caucase après l'effondrement de l'Empire. Des troubles souvent suscités par Doudaïev lui-même qui se verrait bien à la tête d'une confédération des pays caucasiens. Et ce n'est qu'en 1993 que ces petites républiques rentreront dans le rang et accepteront d'être intégrées à la Fédération de Russie. Oui, à l'exception de la Tchétchénie. Oui, Doudaïev n'entend pas renoncer. Il résiste farouchement aux pressions du Kremlin et entreprend toute une série de voyages à l'étranger pour tenter de faire reconnaître l'indépendance de son pays. Avec succès? Non. Non, oui, c'est bien ce qui me semblait. Et comment vous expliquez ça, alors? Oh, la plupart des grands pays, surtout à l'Ouest, soulagés de constater qu'on en a enfin terminé avec la guerre froide, n'ont pas envie de mettre des balais dans les roues du nouveau pouvoir russe. Au contraire, ils ont envie d'aider la Russie à se démocratiser. Et à se libéraliser, surtout. Bien entendu. Personne n'oublie ses intérêts. En outre, je l'ai déjà souligné, le lobby pétrolier lorgne déjà sur le pétrole de la Caspienne. Par conséquent, le destin de la petite Tchétchénie importe peu à côté de tous ces grands enjeux. C'est d'autant plus vrai que Doudaïev va lui-même creuser sa propre tombe. C'est-à-dire? La Tchétchénie, je vous l'ai déjà dit, n'a jamais disposé de réelle structure gouvernementale. C'est une mosaïque de clans rivaux qui vont bientôt se déchirer. Et Doudaïev a beau essayer de régner d'une main de fer en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains et en dissolvant le Parlement, il apparaît assez vite que la Tchétchénie est ingouvernable. Mais cette confusion-là, aurait-elle pu être orchestrée de l'extérieur? De la Russie, vous voulez dire? Bah oui. Ça n'est pas exclu. Les opposants regroupant des chefs de clan, d'anciens fonctionnaires communistes ou bien encore des intellectuels ont certainement été en contact avec les Russes. Des Russes qui, il faut le noter, ont quitté en masse la Tchétchénie dès la proclamation de l'indépendance. Ouais, alors c'est donc l'anarchie. On observe même des affrontements armés entre certains grands féodaux et le pouvoir central. Et corruption, gabegie et activités mafieuses prolifèrent. Mais pour revenir à ce que vous disiez, il est sûr que la Russie a tout fait pour contrer les indépendantistes tchétchènes, en organisant en particulier un véritable blocus du pays. Doudaïev a creusé sa propre tombe, a dit M. X. Peut-être. En tout cas, il n'a jamais hésité à faire des déclarations incendiaires et assez peu crédibles. Lorsque Moscou brandit la menace d'une intervention militaire, il affirme qu'il déclenchera la Troisième Guerre mondiale et déchaînera le feu nucléaire sur la Russie. Son pays, le Koweït du Caucase. À Bleury, oui. Aussi dans un numéro du Monde diplomatique de 1995. Tous ces protagonistes entretenaient des rapports ambigus entre eux avec le pouvoir à Grozny ainsi qu'avec le Kremlin. Les 6 derniers mois ont vu une série de complots et de réunions secrètes avec des agents de Moscou. Mais, à l'exception de M. Ozan, ne prônait une solution militaire et leur programme pour l'avenir, indépendance, statut spécial au sein de la fédération, subordination totale à Moscou, restait flou. On assistait, en fait, à une âpre lutte pour le pouvoir, une lutte qui s'ancrait dans la fierté
orgueilleuse de ce peuple, le plus nombreux du flanc nord du Caucase. Selon le recensement de 1989, on comptait 1 million de Tchétchènes sur tout le territoire de l'Union soviétique, et aussi dans sa tradition ancestrale de la vendetta et dans la cohésion des familles et des clans. La Russie tout entière tremble depuis des mois devant la mafia tchétchène, à la fois puissance véritable et fruit de la propagande à relents raciste de Moscou. Ce blocus russe a eu des effets désastreux en Tchétchénie. Et positif du point de vue de Moscou? Bien sûr, puisque la finalité de ce blocus, c'était l'asphyxie du pays, et donc la fin de l'indépendance. Mais en même temps, en organisant la pénurie et en condamnant des Tchétchènes toujours plus nombreux à la misère, les Russes ont joué avec le feu. Expliquez-moi ça. Le résultat prévisible, ça a été une spectaculaire augmentation de la criminalité et une radicalisation du régime de Doudaïev. Il y a un régime, un pouvoir encore plus personnel. Et surtout une islamisation progressive des autorités tchétchènes. Doudaïev lui-même n'était pas un musulman très convaincu, mais au fur et à mesure, à cause de Moscou, il va être tenté de se servir de l'islamisme pour rassembler les Tchétchènes contre le colonisateur russe. Ça va laisser des traces profondes. Jusqu'à aujourd'hui, mais on en reparlera parce que on a raconté pas mal de sottises là-dessus. Les Russes, on sait, vont intervenir militairement en Tchétchénie. À la fin de l'année 1994, ouais. Mais très peu de temps auparavant, on assiste à une très étrange opération. Fin novembre, des forces de l'opposition au président Doudaïev et une trentaine de chars russes pénètrent dans Grozny. Les Tchétchènes ripostent aussitôt. C'est un véritable massacre. Opposants et soldats russes sont tués ou faits prisonniers. Mais pourquoi parlez-vous d'une étrange opération? Mais parce que cette petite troupe n'avait aucune chance de réussir à renverser Doudaïev, surtout dans un pays où pratiquement tous les habitants sont armés. Alors vous avez une explication, hein? Il s'est agi d'une véritable provocation destinée à justifier une opération militaire ultérieure, ce qui s'est effectivement passé quelques jours plus tard, en décembre. Sur le thème de la vengeance? Et de l'assimilation des Tchétchènes à des bandits. Oui. À la même époque, il faut le noter, va commencer à se développer un racisme insidieux dans la société russe. Les Noirs, comme on les appelle, c'est-à-dire les gens originaires du Caucase, les bronzés, quoi. Ouais, sont montrés du doigt, font l'objet de vexations et sont dès lors contrôlés à n'importe quel propos. Qui est à l'origine alors de cette manipulation? Le Kremlin, c'est-à-dire Yeltsin? Il n'est pas exclu qu'il ait été mis devant le fait accompli. Et par qui? Son entourage? Sans doute, et surtout le FSB. Oui, c'est-à-dire le service secret qui a pris la succession du KGB. Oui, mais il n'était pas trop difficile de circonvenir à un président à la santé chancelante et à l'ivrognerie notoire. Oui. Bon, la Russie, à cette époque, allait à volo, faut pas l'oublier. Yeltsin était alors dans les mains des oligarques, de tous ces milliardaires qui avaient fait fortune en s'appropriant la plupart des grandes entreprises publiques. Ouais. Et ces oligarques avaient intérêt à ce que la Russie intervienne militairement en Tchétchénie? J'en suis persuadé, parce que Boris Yeltsin était menacé. Menacé politiquement. Fin 1994, on pouvait légitimement penser qu'aux prochaines élections législatives, et surtout à l'élection présidentielle de 1996, le clan Yeltsin subirait une cuisante défaite. On prévoyait même une victoire des communistes. Ouais. Alors donc, Yeltsin se lance dans la guerre en Tchétchénie pour se refaire une santé ensemble. C'est évident, il se pose en champion de l'intégrité de la Russie, c'est ce qu'il déclare dès le début de l'opération militaire. En même temps, la propagande orchestrée par les services secrets se met de la partie. D'accord, mais avec quels arguments? Des insinuations très classiques et qui, à la lumière des événements actuels, ont un air de déjà-vu. On prétend par exemple qu'on aurait repéré en Tchétchénie des concentrations de groupes terroristes mêlant extrémistes de droite, turcs. Les trop fameux loups gris, c'est ça? Oui, et aussi les moudjahidines afghans. Ah ouais. Oui, c'est-à-dire rien de nouveau sous le soleil. Non, d'autre part, on aurait aussi vu en Tchétchénie des mercenaires arriver des républiques caucasiennes voisines. Bref, il faut au plus vite juguler ce qui pourrait bien devenir une explosion générale dans le Caucase. Alors, c'est ainsi qu'on justifie la nécessité de faire cette première guerre. C'est ça, oui. Et ça commence par d'intenses bombardements sur Grozny. Grozny qui, je vous le rappelle, va être pratiquement détruite. Alors, pourquoi cette tactique? Parce que les Russes savent que s'ils s'engagent dans des combats de rue, ils auront de très lourdes pertes. En plus, l'armée rouge n'est plus ce qu'elle était. Le moral des troupes est au plus bas. Je ne parle pas de la désorganisation générale. Alors, il vaut mieux frapper à distance. Oui, quitte à provoquer de véritables désastres humains. Et si je me souviens bien, parce que c'est pas si vieux ça, hein, la communauté internationale ne se manifeste guère. Hein. Non, seuls quelques pays musulmans protestent. Il y a aussi des républiques ex-soviétiques d'Asie centrale, mais à l'ouest, c'est le grand silence. On considère que les Russes règlent à leur façon un problème intérieur. Mais pas d'ingérence. D'autant qu'on ne s'est pas privé à Moscou de faire savoir à Washington que si Boris Yeltsin ne gagnait pas les élections, les communistes reviendraient au pouvoir. Un tel argument ne pouvait pas inciter les Américains à bouger, même diplomatiquement. Pire,
Ils ont même insisté pour que le FMI, le Fonds monétaire international, accorde à Moscou un prêt de 50 milliards de dollars. Ouais, ce fameux prêt-là, qui va être détourné en partie par le clan Yeltsin. C'est juste, ouais, il existait peut-être aussi à Washington une arrière-pensée. Après l'effondrement de l'Empire soviétique, il n'était sans doute pas inintéressant d'observer sur le terrain ce que valait encore l'armée rouge. Au fond, une expérience grandeur nature. Voilà. Quant aux Européens, au moment où la guerre fait rage en Tchétchénie, ils acceptent la candidature russe au Conseil de l'Europe. Ça signifie par conséquent que les Russes peuvent faire à peu près n'importe quoi en Tchétchénie. Oui, on leur laisse les mains libres. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont arriver facilement à bout des Tchétchènes. Comme les Américains en Irak, ils ont envisagé une guerre courte et victorieuse. Et c'est vrai que devant le puissant rouleau compresseur russe, les guerrieros tchétchènes, mal équipés, semblaient ne pas peser les lourds. Mais c'était faire fi de leur courage et de leur détermination. Et pourtant, vous devez le savoir, les militaires russes ont usé de tous les moyens pour vaincre. Ouais, pas des moyens les plus honorables. Non, torture, pillage, exécution sommaire, massacre de populations civiles ont été le lot quotidien des Tchétchènes pendant ces 2 années de guerre. On estime que ce conflit fera au total plus de 100 000 morts. Et pourtant, il se terminera par une cuisante défaite des Russes. Hein. Oui, mais enfin, n'allons pas trop vite. En avril 1996, Doudaïev est tué par un missile. Oui, je me souviens, il aurait été localisé par son téléphone satellitaire. C'est ce qu'on a dit, oui. Enfin, le chef tchétchène qui lui succède engage des pourparlers avec le Kremlin. Un cessez-le-feu est même signé. Mais il n'est pas respecté par l'armée russe et ce n'est sans doute pas un hasard. Et pourquoi, là ? Parce que l'élection présidentielle russe est maintenant toute proche, et que Eltsine ne peut apparaître aux yeux de l'opinion publique comme un vaincu. Curieusement aussi, quelques jours avant le scrutin, une bombe éclate dans le métro de Moscou. Ouais, curieusement. Oui, car le procédé resservira plus tard en 1999. Il s'agit clairement de faire peur. Au fond, en faisant éclater leurs bombes, les terroristes, quels qu'ils soient, ont voté Eltsine. Eltsine qui va remporter difficilement le premier tour grâce aux centaines de millions de dollars apportés par les oligarques. Mais qui gagnera au second tour. Hein. Oui. Mais sur le terrain... Et les combats ont repris. L'aviation russe pilonne les villages et procède à de nouveaux massacres. Et là, se passe un événement tout simplement incroyable. Les Tchétchènes annoncent qu'ils vont reprendre leur capitale, Grozny. Et c'est ce qu'ils font, effectivement, au mois d'août. Ils chassent les Russes. Moscou est désormais obligé de faire la paix. Oui, c'est quand même assez incroyable, ça. Et c'est le général Liebed qui va conclure cette paix. Liebed, qui est très populaire et qui, après avoir obtenu un bon score à l'élection présidentielle, s'est rangé du côté de Eltsine. La paix est donc signée. Le traité prévoit un retrait des forces russes, la tenue d'élections et l'organisation d'un référendum en 2001. Mais tous les germes d'un nouveau conflit existent déjà. L'armée russe, humiliée, voudra tôt ou tard prendre sa revanche. Et dans le camp tchétchène, on a vu se dresser des chefs de guerre redoutables. Des hommes qui, au nom de l'islam, maintenant, n'accepteront aucun compromis avec Moscou. Et qui ont bien l'intention de mettre le pays en coupe réglée. Il en résultera un profond chaos orchestré à nouveau par les Russes. Une situation explosive qui sera habilement exploitée par Vladimir Poutine pour se hisser au pouvoir. Enfin, ça, nous en reparlerons si vous le voulez bien. Rendez-vous est donc pris pour évoquer cette deuxième guerre de Tchétchénie qui continue à détruire le pays et à le vider progressivement de ses habitants. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la question tchétchène, je vous recommande à nouveau la lecture de ce petit livre collectif édité par La Découverte, Tchétchénie, 10 clés pour comprendre. D'ailleurs de l'URSS. Parce qu'ils étaient, comment dirais-je, des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Oui, certaines professions leur étaient interdites. Donc d'une certaine façon, ils avaient toujours un statut de colonisé. C'est certain, oui. Mais pendant cette ère post-stalinienne, est-ce qu'on assiste à la renaissance des troubles qui ont émaillé les périodes précédentes? Non, les revendications sont d'abord culturelles ou politiques. Et pour une bonne raison, c'est que la plupart des adultes sont nés en déportation. Et que beaucoup d'entre eux, intoxiqués par la propagande soviétique, ne sont pas loin de penser que pendant la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle, leurs parents ont vraiment collaboré. Mais il est évident que, comme il en a toujours été ainsi dans le passé, les Tchétchènes profiteront de la première occasion pour rouler dans les brancards. Et cette occasion, je le pense, c'est l'effondrement de l'Empire soviétique en 1991. Évidemment. Et dans l'atmosphère de pagaille qui suit, les indépendantistes tchétchènes peuvent penser qu'ils ont enfin acquis leur indépendance. D'autant que le nouveau maître du Kremlin, Boris Eltsine, a ouvertement encouragé toutes les républiques qui formaient l'URSS à se libérer des liens qui les unissaient à Moscou. Oui, ce qu'elles vont faire, hein. Ça ne pouvait pas en être autrement. On va assister, si je puis dire, à une véritable balkanisation du Caucase. Mais il semble bien qu'au sein de ce formidable mouvement d'émancipation, la Tchétchénie représente un cas particulier. Alors pourquoi pétrole? Vous n'êtes peut-être pas très loin de la vérité. Dans la longue histoire de la Tchétchénie, on est frappé par l'extraordinaire capacité de résistance de ce petit peuple d'un peu plus d'1 million d'habitants.
On trouve une bonne explication dans un livre collectif très bien documenté qui vient de paraître aux éditions de la Découverte sous le titre « Tchétchénie, 10 clés pour comprendre ». En voici un extrait. La transmission dans la mémoire collective de traumas sélectifs apparaît comme l'explication la plus convaincante de la capacité de résistance non encore démentie, plus que des caractéristiques sociales souvent avancées. Certes, le code de l'honneur, la loi du sang, l'économie traditionnelle de Razzia contribuent à exalter les valeurs martiales ainsi que le culte de l'héroïsme et de la victoire. Mais ce code éthique partagé par bon nombre de Caucasiens n'a produit de tels effets que chez les Tchétchènes. D'autres peuples punis n'ont pas non plus développé le même rapport au passé. C'est dans une conjonction de facteurs que se trouve la réponse à la question de la singularité tchétchène. En 1994 ou 1995, les Tchétchènes en armes expliquaient qu'ils se battaient pour la liberté. Mais dans quel sens? L'amour de la liberté, corollaire de la résistance, constitue l'autre face de l'auto-identification tchétchène. Immédiatement mise en avant, l'effectivisation des terres ou bien encore contre les persécutions religieuses, les Tchétchènes passent à l'action et suscitent de nombreux troubles. Alors ça, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Oui. La Tchétchénie est alors brièvement occupée par les nazis. Mais la plupart des hommes ont été préalablement incorporés dans l'armée rouge, où ils vont se battre avec beaucoup de courage contre les Allemands. Mais Staline ne leur en sera pas gré. Bien au contraire. Dès 1944, sous le prétexte que les Tchétchènes auraient collaboré avec les nazis, le maître du Kremlin ordonne leur déportation. Ce ne sont pas les seuls peuples de la région qui vont être déportés. Vous avez raison. Ça va être le cas des Tatars et d'autres encore. Et toujours pour la même raison. Oui. Est-ce qu'il y a quand même une quelconque réalité dans les accusations de Staline? Il est possible qu'à titre individuel, certains aient collaboré. Mais la grande majorité, non. En réalité, Staline profite de la guerre pour se débarrasser de toutes ces populations indociles. Et les Tchétchènes adultes sont raflés et embarqués manu militari dans des wagons à bestioles. Ça rappelle une autre déportation. Les méthodes sont absolument les mêmes. Et les conséquences aussi. Au cours de cet exil forcé, des dizaines de milliers de Tchétchènes vont trouver la mort. Alors là encore, on peut parler de génocide. Incontestablement. Et où les envoie-t-on, en fait? En Asie centrale. La République autonome est abolie et les terres tchétchènes sont réparties entre différents autres peuples de la région, ossètes, géorgiens, ukrainiens, etc. Mais surtout, le pouvoir stalinien procède à une colonisation massive du pays par des Slaves et des Cosaques. Et dans la période qui suit la guerre, les autorités s'attachent à détruire tous les signes extérieurs de l'identité tchétchène. Les mosquées, les monuments et même les cimetières. Et quand les Tchétchènes, alors, peuvent-ils regagner leurs terres ancestrales? En 1957, 4 ans après la mort de Staline, ils sont officiellement réhabilités. Réhabilités, c'est-à-dire qu'on les lave de l'accusation d'avoir collaboré avec les nazis? Oui, ils peuvent rentrer chez eux où ils doivent cohabiter avec les colons qui y ont été installés. Et ce n'est pas toujours facile. Oui, j'imagine. D'autre part, même s'ils ont été réhabilités, la majorité des Russes continuent à être persuadés qu'ils ont été effectivement les alliés des nazis. À cela s'ajoute la mauvaise réputation des Tchétchènes qui sont supposés être des bandits sans foi ni loi. Oui. Je me souviens, moi, qu'à la fin des années 80, à Moscou, on avait très très peur de la mafia tchétchène. Vous êtes dans le vrai. Cette mafia existait réellement. Mais ça ne suffisait pas pour en faire un peuple de gangsters. Oui. Est-ce que cette réhabilitation s'est accompagnée de la recréation d'une république autonome? Oui, mais prudemment, les soviétiques ont toujours veillé à ce que le principal responsable du pays, c'est-à-dire le premier secrétaire du parti, soit un Russe. Et pas un Tchétchène. Alors que dans toutes les autres républiques autonomes du RSS, c'est toujours un national qui occupe ce poste. Ça veut dire qu'à Moscou, on se défie encore. C'est évident. Et les quelques Tchétchènes qui ont réussi, comme l'on dit, ils n'y sont arrivés qu'en choisissant l'exil, à l'intérieur et tout autour, une mosaïque de pays caucasiens qui ont une longue tradition de rivalité et de lutte ethnique. Des peuples, comment dire, turbulents. Et qui se sont longtemps opposés à l'impérialisme russe, en particulier au XIXe siècle. Mais les Tchétchènes affirment même que leur résistance n'a pas cessé pendant plus de 4 siècles. Une longue résistance qui a aussi été favorisée par la nature du terrain. C'est-à-dire la montagne, essentiellement. Oui, s'il était facile aux envahisseurs de conquérir les plaines, il leur était beaucoup plus malaisé de déloger les Caucasiens qui se cachaient dans les montagnes. D'ailleurs, je ne vais pas vous infliger un cours d'histoire. C'est pour cette raison que ces peuples ont été généralement épargnés par les grandes invasions. D'accord, alors, la Tchétchénie.
Bien, disons d'abord que ce pays, qui a été islamisé assez tardivement, n'a jamais connu de structure étatique ou juridique avant la conquête russe. Il existait simplement une juxtaposition de clans dirigés par des conseils d'anciens. Des anciens à qui les jeunes devaient obéissance. Mais globalement, on peut dire que c'était une société plutôt égalitaire. Il faudrait aussi, peut-être, parler des confréries religieuses, des confréries soufis, dont certaines existent encore aujourd'hui. Ouais. Et alors, la religion, justement, quel genre d'islam? Un islam tolérant. Les femmes tchétchènes ne sont pas voilées, et les interdits alimentaires, je pense en particulier à l'alcool, n'ont jamais été respectés. Un vodka, ouais. Oui, mais ça a commencé à changer progressivement de façon assez récente, à cause de la guerre. Mais nous en reparlerons si vous voulez bien. Et au XIXe siècle, donc, les Tchétchènes résistent à la colonisation russe. Oui, ils infligent même de lourdes défaites aux troupes tsaristes. Et ce n'est que dans la seconde moitié de ce siècle, après une quarantaine d'années de guerre, que l'imam Shamil se rendra et reconnaîtra sa défaite. Mais les troupes ne cesseront pas pour autant et les Tchétchènes ne manqueront pas une occasion de se révolter à nouveau. Et alors, quand arrive la révolution de 1917? Ça fait naturellement partie de ces occasions sur lesquelles sautent les Tchétchènes. Ils créent, c'est la première fois dans leur histoire, une république des montagnes, une structure qui deviendra peu à peu un émirat nord-caucasien. Les Tchétchènes ne sont donc pas seuls, hein, non? Non, d'autres peuples sont associés à cette initiative. Mais quelle est leur attitude face au pouvoir bolchevique? Mais dans un premier temps, les Tchétchènes combattent aux côtés de l'armée rouge contre les Blancs. Mais lorsque ceux-ci sont vaincus, les bolcheviks se retournent contre les Tchétchènes. Parce qu'ils n'entendent pas accorder, les bolcheviks n'entendent pas accorder leur indépendance aux Tchétchènes. Bien évidemment. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces derniers ne se résignent pas. Et ils entrent en lutte contre leurs anciens alliés. Et ça dure jusqu'en 1921. Mais la paix n'est qu'apparente. Les Tchétchènes ne se satisfont pas de l'autonomie qu'on leur a accordée avec la création d'une république de Tchétchénie-Ingouchie. Ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Oui, et à plusieurs reprises pour protester contre la... Une guerre peut en cacher une autre. Il ne fait nul doute que sur un point, au moins, le président Poutine a dû approuver le déclenchement de la deuxième guerre du Golfe. Cela lui a permis d'avoir les mains encore un peu plus libres en Tchétchénie. Et je ne parle pas seulement des exactions de l'armée russe qui sont quasi quotidiennes, non. Je pense aussi à cet étrange référendum qui a eu lieu au mois de mars dernier. Un scrutin organisé dans un pays meurtri et déchiré, d'où une grande partie de la population a fui. Un scrutin auquel les envahisseurs, c'est-à-dire les soldats russes, étaient autorisés à participer. Un scrutin enfin qui aurait mobilisé 85% des électeurs et se serait traduit par une approbation massive, plus de 95% en faveur de la nouvelle constitution, un score digne des meilleurs plébiscites totalitaires et pour tout dire staliniens. D'ailleurs, avant même le dépouillement, les officiels pronostiquaient ce chiffre magique de 95%. Difficile donc dans ces conditions, et compte tenu des menaces sur les électeurs, de la propagande et des irrégularités de toutes sortes, d'accorder foi à ce résultat et à la sincérité du scrutin. Mais peu importe. Le président Poutine s'est empressé de déclarer que la question de l'indépendance de la Tchétchénie était désormais close, circulée, il n'y a plus rien à voir. Et le président tchétchène, régulièrement élu, lui, Aslan Maskadov, n'a plus le droit à la parole. Il y a longtemps que M. X avait promis de me parler de la question tchétchène et de son instrumentalisation par le Kremlin. Il faut en effet ne pas oublier que les deux derniers présidents russes, Boris Eltsine et Vladimir Poutine, ont conforté leur pouvoir ou même accédé au pouvoir grâce à la guerre en Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est horrible, un véritable scandale. Songez que les estimations les plus optimistes font état de la mort d'un Tchétchène sur 10 et les plus pessimistes de la disparition d'un Tchétchène sur 5. C'est énorme, hein? Oui, parce que si vous ramenez ça à l'échelle de la France, par exemple, ça signifierait la mort de 6 millions de personnes. Oui, une sorte de génocide. Oui, même si peu de gens ont osé prononcer le mot. Il faut en outre souligner que ces deux guerres, dont la dernière n'est toujours pas terminée, se sont pratiquement déroulées sans témoins. Ouais, dans un silence assourdissant. C'est à peu près ça. Et la plupart des grands pays se sont abstenus de condamner la Russie, ou alors si modestement. Mais fondamentalement, alors, pourquoi ? À cause de l'ours russe, c'est tout petit, la Tchétchénie. Un peu plus d'une dizaine de milliers de kilomètres carrés. J'ajoute que c'est un territoire enclavé. Aucun débouché sur la mer. Formule de politesse, on ne dit pas
porte-toi bien, mais sois libre, la structure sociale, pas de classe hiérarchisée, sont bien souvent utilisées en jeu de miroir par l'étranger. Solzhenitsyn notait au Goulag, il est une nation sur laquelle la psychologie de soumission resta sans effet, pas des individus isolés, des rebelles, non, la nation entière, ce sont les Tchétchènes. Alors pourquoi pour Moscou, la Tchétchénie représenterait-elle un cas particulier? Enfin, s'agit-il uniquement, une fois encore, d'affaires pétrolières? Pas uniquement, mais puisque vous avez posé la question, voyons ce qu'il en est exactement. C'est vrai qu'on trouve du pétrole en Tchétchénie. Mais disons-le tout de suite, à l'échelle de l'ancien empire soviétique, cette ressource pétrolière n'est pas très importante. Elle représente à peu près 1% de la production officielle. Pas grand-chose, donc. Hein. Bon, même si pour les Tchétchènes, c'est important. Mais il y a autre chose. Je veux parler de l'industrie pétrochimique. C'est en Tchétchénie qu'on produisait de la paraffine, et surtout des lubrifiants pour l'aviation, à destination de tout l'ancien empire. Et cette industrie faisait partie du secteur interdit aux travailleurs tchétchènes. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une production stratégique. Vraisemblablement. En outre, pour les Russes, la Tchétchénie avait un autre intérêt. C'est sur son territoire que passait un important oléoduc, qui permettait d'évacuer le pétrole de la mer Caspienne jusqu'à la mer Noire. Or, cet oléoduc va prendre de plus en plus d'importance. Pour quelle raison? Parce qu'on ne cesse de faire de nouvelles découvertes de gisements, aussi bien en Azerbaïdjan qu'au Kazakhstan, et que les grandes compagnies occidentales, profitant de la nouvelle donne politique en Russie, s'y intéressent de plus en plus et vont bientôt signer d'importants contrats d'exploitation avec ces républiques nouvellement indépendantes. Oui, alors, dans ces conditions, l'oléoduc qui passe en Tchétchénie devient indispensable. Et pour deux raisons. Au début des années 90, il n'existe aucun autre tube pour acheminer le pétrole en mer Noire, là où il peut ensuite être chargé sur des tankers à destination des États-Unis. Donc, en attendant la construction d'autres oléoducs traversant la Géorgie, par exemple, les compagnies pétrolières ne peuvent compter que sur ce tube qui court en Tchétchénie sur 150 km. Et ensuite, il y a d'autres raisons, non? La Russie impuissante a empêché les compagnies pétrolières internationales, essentiellement américaines, d'exploiter ce pétrole, veut au moins en contrôler son transport. Vous commencez à comprendre? Oui, bon, donc, pour contrôler ce transport, il faut aussi contrôler la Tchétchénie. Exactement. C'est certainement cette question qui est au centre du déclenchement de la première guerre de Tchétchénie en 1994. Je ne dis pas que c'est la seule, mais ça va compter énormément. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu que ces grandes compagnies américaines, Exxon ou Amoco, aient fait pression sur Moscou. Pour que les Russes interviennent en Tchétchénie? Oui, parce qu'un oléoduc doit être sécurisé. Or, l'indépendance tchétchène ne